Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. L'intelligence artificielle est partout. Ces nouvelles technologies s'adaptent à toutes nos tâches du quotidien pour nous faciliter la vie. Et sachez qu'elle est maintenant présente dans nos supermarchés. Vous le verrez dans un instant dans cette édition. Dans ce journal également, nous vous présenterons un reportage exclusif. La maison Moët & Chandon nous ouvre ses portes. Nous plongerons au cœur de la fabrication du champagne pour y découvrir toutes ses étapes et surtout ses secrets avec l'utilisation, vous allez le voir, de l'intelligence artificielle là aussi. À chaque problème, sa solution, culminant à plus de 80 mètres, le clocher de la commune du Pertre est le plus haut de Bretagne. Après plus de 50 ans sans être nettoyé, il fallait mettre les moyens pour lui faire peau neuve. Et cela grâce à la plus haute nacelle de France. Image exceptionnelle dans cette édition. Un potiron de 472 kilos, non, vous ne rêvez pas. Un agriculteur béarnais a cultivé cette courge géante. Entre minutie et absurdité, nous découvrirons ce légume hors norme qui devrait d'ailleurs se transformer en citrouille géante à l'approche des fêtes d'Halloween. L'intelligence artificielle fait désormais pleinement partie de nos vies. Elle nous aide notamment dans les tâches du quotidien à la maison. Et bien, figurez-vous qu'elle arrive même dans nos supermarchés. Une grande surface mosellane vient d'inaugurer 3 bornes qui ont pour objectif de personnaliser l'expérience d'achat. Elle répond même à vos questions. Vous allez voir un reportage de Moselle TV à Thionville. Regardez. Je m'appelle Elia. Je suis là pour t'aider avec... Elia est disponible 7 jours sur 7 et ne prend jamais de vacances. Cette nouvelle borne permet aux consommateurs de comparer les prix avec une autre enseigne, d'obtenir des suggestions de repas ou encore de connaître les promotions en cours. On a toujours voulu savoir ce que nos clients pensaient, ce qu'ils plébiscitaient, ce qu'ils voulaient avoir, mais sans jamais oser leur demander à part un email et un numéro de téléphone. Donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est simplement les modèles LLM ChatGPT qu'on a habillés et qui nous permettent de poser des questions et d'avoir des réponses. Quelques mètres plus loin, une autre borne a fait son apparition. Une caméra couplée à l'intelligence artificielle analyse la morphologie et l'âge des clients afin de leur proposer une publicité personnalisée. Je viens de faire changer le contenu pour un visuel qui lui est ciblé, qui n'est pas interruptible et qui va durer à peu près 8 secondes jusqu'à la prochaine analyse. En fait, on se base juste sur l'apparence de la personne. De l'autre côté de l'écran, ce sont ces développeurs qui travaillent, ajustent et collectent les informations. Pour éviter d'avoir à regarder au cas par cas chaque conversation, on a à disposition en fait des graphiques de statistiques plus globaux de toutes les conversations qui ont été enregistrées dans le magasin. Une technologie encore en phase de test. Ces outils intégrant de l'intelligence artificielle sont une révolution dans nos modes de consommation quotidiens et il semble que ce ne soit que le début. L'intelligence artificielle est toujours plus puissante et désormais, même les plus grands groupes l'utilisent. C'est notamment le cas, vous allez le voir, du groupe LVMH. Nous allons nous plonger au cœur de la fabrication du champagne, où la maison Moët & Chandon adopte notamment l'intelligence artificielle pour le tri optique des raisins. Regardez cette immersion tout à fait exclusive avec le chef de cave à Épernay en Champagne. Alors que dans les parcelles, les vendanges continuent, les raisins sont ensuite amenés dans l'un des 5 pressoirs de la maison. Principal défi, réduire au minimum le délai qui va s'écouler entre la cueillette et le pressurage sous l'œil du chef de cave. Mais avant de passer dans les pressoirs, un tri optique est réalisé. Chaque palette de raisins est photographiée, analysée, et là ce sont les algorithmes de l'intelligence artificielle qui entrent en jeu. Ça permet de connaître au plus tôt l'état des raisins et donc du coup de pouvoir les traiter en fonction de cette qualité et de pouvoir derrière avoir éventuellement des corrections œnologiques ou non. Dans ce bâtiment, on trouve 13 pressoirs en ligne, où les grappes entières vont être délicatement pressées pour ne pas risquer de colorer les jus. Le jus de raisin est ensuite inséré dans une cuve de débourbage à 15 degrés pendant 15 heures. C'est une sédimentation qui permet à ce que tous les débris solides ou les particules solides se déposent au fond de la cuve et on vient récupérer le jus clair qui sera envoyé ensuite en cuverie. La cuverie, c'est ici que va se dérouler le processus de fermentation et de transformation du jus de raisin
en vin clair. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de gérer les fermentations et de s'assurer que les fermentations se déroulent harmonieusement, de manière à ce que le fruit initial qui vient du raisin et du jus et qui nous a été transmis par le vignoble s'exprime de la manière la plus pure possible. La fermentation est rendue possible grâce à des levures, un processus qui est désormais scruté et analysé en temps réel. Ça va nous donner une indication de où en est la fermentation, de si tout se passe bien ou s'il y a des petits problèmes. Des fois, il faut un petit peu accélérer, des fois, il faut un petit peu ralentir. On va venir aussi se mettre sur le dessus de chacune des cuves pour sentir, pour pouvoir agir. C'est assez fruité. Progressivement, l'activité finalement va se transférer du vignoble vers les cuveries et effectivement, je vais être de plus en plus présent dans les cuveries jusqu'à la fin des fermentations. Et là, on commencera une autre étape qui est l'étape de dégustation. Là, on va prendre connaissance des résultats de la vendange et commencer le processus créatif. Tout autre chose dans l'actualité maintenant, les vélos épaves qui sont un véritable fléau dans les centres-villes. Je vous parle d'ailleurs de ces vélos laissés à l'abandon sur les arceaux de stationnement, avec bien souvent les roues ou la selle en moins. Ils polluent l'espace public et empêchent les cyclistes de garer leurs bicyclettes. À Bordeaux, c'est le cas. La mairie a donc décidé d'agir. Regardez comment avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Véritable parcours du combattant, garer son vélo à Bordeaux est souvent synonyme de galère. C'est parfois difficile, il faut trouver un poteau ou comme ça pour s'accrocher. Et pour cause, les 17 350 arceaux de stationnement de la ville sont parfois occupés par des vélos abandonnés ou en très mauvais état. Pneus à plat, avant-arrière, donc ça roule pas, plus de frein. On peut tomber sur des vélos aussi où il n'y a plus de selle, où il n'y a plus de roues avant, plus de roues arrière. Depuis l'arrêté du 19 septembre 2025 pris par la mairie de Bordeaux, cet agent de surveillance de la voie publique est habilité à faire retirer les vélos qui ne roulent plus et qui encombrent l'espace public. Donc ce vélo est toujours à la même place puisque nous avons un logiciel où nous avons rentré des données bien spécifiques avec photo à l'appui et on voit bien que le vélo est toujours là, au même endroit. Après un premier avertissement au propriétaire via cet autocollant et quelques jours de sursis, le deux roues est enlevé par un agent de la métropole. Aujourd'hui, on s'est prévu, à mon avis, 110 de soixantaine de vélos. Au total, près de 100 vélos épaves seront retirés d'ici les prochaines semaines. Mais dans le centre-ville de Bordeaux, il reste encore beaucoup à faire. Alors effectivement, c'est un phénomène qui est en augmentation à Bordeaux. Alors pour des bonnes raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de vélos, mais parallèlement, de plus en plus de vélos épaves qui viennent gâcher l'espace public, qui viennent aussi prendre des places à des gens qui veulent se garer. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en vélo à Bordeaux et donc ça pose un vrai problème de tenue de l'espace public. Les vélos enlevés pourront être récupérés par leurs propriétaires dans un délai d'1 mois. Passé cette période, les deux roues seront transformées ou recyclées. C'est un marché de plus en plus lucratif en France. Les salons de tatouage sont très plébiscités par les Français. 25% d'entre nous auraient d'ailleurs au moins un tatouage sur le corps. Le tabou autour de ce sujet est donc levé, mais ce marché connaît également une baisse d'activité liée au pouvoir d'achat. Explication avec ce reportage au salon du tatouage à Gérardmer dans les Vosges. Regardez. De quoi vous aviez envie aujourd'hui en fait ? Aujourd'hui, j'avais envie de faire plusieurs petits flashs pour compléter mon bras. Donc les flashs, c'est les petits tatouages qui posent et qui font de suite. J'ai commencé à 17 ans par un petit et puis après, on n'a jamais arrêté. On s'arrête jamais. Comme Virginie, on compterait aujourd'hui en France entre 20 et 25% de la population tatouée. Des boutiques spécialisées ont ouvert partout. Elles seraient plus de 5000 au total à ce jour sur l'ensemble du territoire. Les conventions fleurissent également et plus seulement dans les grandes villes. Témoin ce premier salon du tatouage et du piercing à Gérardmer le week-end dernier où l'on a pu mesurer l'évolution du marché. Aujourd'hui, tout le monde se fait tatouer. C'est vraiment alors on va dire de 18, parce que théoriquement, sous 18, on ne tatoue pas. Mais de 18 à 77 ans, les gens se font tatouer, quel que soit le milieu social, professionnel. Il n'y a plus de tabou par rapport au tatouage. Avec 270 millions de chiffre d'affaires annuel en France, le tatouage est aussi un business lucratif qui mise sur d'authentiques addicts. De 50 € le petit flash à plusieurs milliers d'euros l'œuvre d'un artiste reconnu. Moi, c'est plutôt esthétique, sur le côté moins symbolique. Après, tout dépend des goûts de chacun, quoi.
Vous avez fait le tour un peu de ce que ça vous a coûté pour l'instant ou pas? Sur moi, j'en suis déjà un beau petit billet, c'est sûr. Ouais, 8 000 € il me semble, quelque chose comme ça. Égard au coup de tête malheureux, une personne tatouée sur 5 songerait à l'effacement. Le détatouage en France, comme partout ailleurs, prend de l'ampleur. Alors effectivement en ce moment on voit beaucoup l'effet de mode du détatouage. Moi je trouve que c'est une bonne chose pour les gens qui ont fait souvent des tatouages sur des coups de tête ou sur des endroits visibles quand ils étaient jeunes, notamment justement la partie du crâne, les mains, la gorge. Il faut bien réfléchir effectivement, une envie soudaine maintenant peut changer dans 10 ans. Vous avez dépensé combien là sur l'intégralité de votre corps? Vous avez une idée précise? Je n'ai pas vraiment d'idée précise, je dirais je serais entre 20 et 25 000 €. Le coût de ce type de body art intégral ou presque n'a évidemment rien à voir avec celui d'un petit motif discret. Dernière donnée sociologique sur ce phénomène toujours en croissance, le tatouage attire aujourd'hui davantage les femmes, les jeunes et les ouvriers. Tout autre chose dans l'actualité maintenant, c'est souvent double peine pour les familles de détenus qui rendent visite à leurs proches en détention. Elles vivent au rythme des autorisations de parloir et subissent le regard appuyé des passants. À la maison d'arrêt de Limoges, une association les accompagne et explique les démarches essentielles à cette nouvelle vie. Un soutien précieux et bien accueilli. Reportage de 7 à Limoges, Lucie Montibus. Cet après-midi-là, Aurélie vient de parcourir 200 km pour venir à la maison d'arrêt de Limoges et rendre visite à son mari en détention. Essayer 1 à 2 fois par mois. Déjà 1 fois par mois, ça sera bien. Parce que c'est une organisation et je ne viens pas d'à côté. C'est un chamboulement, hein. C'est un chamboulement, rien n'est pareil. Pas simple de s'y retrouver dans cet univers inconnu. Pour s'informer et garder le bon moral, il y a la halte Vincent. Personne s'occupe aujourd'hui de... Qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne de la femme d'un prisonnier ou de la mère d'un prisonnier? Moi, j'ai découvert ça en arrivant ici. À Limoges, à la maison d'arrêt, les parloirs ne sont pas le week-end. Donc, c'est compliqué quand on travaille de venir soit le lundi après-midi, soit le mardi après-midi, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. On ne pose pas de questions indiscrètes, on attend que la personne parle d'elle-même. On la met à l'aise en fait, voilà. Et après on lui explique tout ce qu'on peut lui apporter. À faire les papiers, les permis de visite, remplir la feuille pour les vêtements, lui expliquer ce qu'on peut mettre dans un colis de vêtements. La halte Vincent me permet de me reposer un petit peu avant de partir soit direction de chez moi, soit avant de faire le parloir. Ils sont très proches de nous, donc je trouve ça très chouette. Depuis la crise du Covid, il y a 5 ans, la santé mentale des étudiants est devenue un véritable enjeu pour les universités. Le nombre de consultations liées à des motifs psychiques est en forte hausse et les actions de prévention et d'accompagnement se multiplient, comme nous le montre ce reportage de LMTV Sarthe au Mans. Anthony Piton. Petit déjeuner pour les étudiants du Mans. De quoi bien démarrer la journée, mais aussi parler santé mentale. Une initiative de l'université pour rappeler qu'un service dédié existe et qu'il est là pour eux. Ça a explosé post-Covid, le nombre d'étudiants qui ressentaient une souffrance psychique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des troubles anxieux, troubles dépressifs et parfois on a aussi les deux. Une détresse qui se traduit souvent par une baisse de motivation, des difficultés à suivre les cours ou à s'adapter à la vie étudiante. On est confronté à beaucoup de stress en tant qu'étudiant, surtout avec les évaluations, les partiels, etc. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté de leurs études et c'est vrai que c'est assez lourd. Pour faire face aux fragilités rencontrées par les étudiants, le Mans Université a renforcé son service de santé. 2 psychologues à temps plein, une infirmière en santé mentale 3 jours par semaine et une présence régulière d'un psychiatre et d'un neuropsychologue. Avant, il y avait 5 semaines de délai entre les rendez-vous, ou même pour prendre un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on arrive quand même à recevoir les étudiants sous 2-3 semaines au moins une première fois et à faire des suivis qui sont aussi plus réguliers. Les étudiants peuvent bénéficier de 12 séances de soutien psychologique gratuites par an, sans ordonnance. Une écoute précieuse dans un contexte où parler est déjà une première étape pour aller mieux. Toujours sur le volet de la santé, partons maintenant au CHU de Saint-Étienne. L'établissement a recruté un collègue pas comme les autres, un chien, Luna de son prénom, qui se rend chaque vendredi après-midi dans les chambres des patients pour apporter un peu de réconfort et de tendresse. Une démarche humaniste et innovante qui porte ses fruits, vous allez le voir. Propos recueillis par notre partenaire TL7 dans la Loire. L'idée, c'est d'apporter un peu d'apaisement, de ramener la réalité au sein de l'hôpital, de se décentrer un petit peu potentiellement de la maladie, de la fin de vie et de
juste être dans un rapport de bien-être. Les chiens ont une formation pour pouvoir rester posés auprès des patients sans forcément bouger. Laissez-moi maintenant vous présenter Salomé. À seulement 9 ans, elle est la plus jeune porte-drapeau de France. À chaque cérémonie, elle revêt sa tenue et manie le drapeau avec rigueur et vous allez le voir, discipline. Derrière ce rôle symbolique se cache une passion pour la mémoire. Puissance TV nous fait le portrait d'une enfant au courage exceptionnel qui incarne le devoir et l'engagement dès le plus jeune âge. Célia Richard. Elle est la Benjamine du cortège. Du haut de ses 9 ans, Salomé est porte-drapeau, la plus jeune de France. C'est au sein de la 1727e section de la médaille militaire Joinville-Vassy qu'elle officie, avec sérieux et fierté. Une mission symbolique qui lui tient particulièrement à cœur. Rendre hommage à la France, notre pays, ceux qui sont morts, qui ont combattu pour notre liberté, qui ont combattu pour la France. Ça m'a beaucoup inspiré. Depuis l'âge de 6 ans, Salomé accompagne son père, lui aussi porte-drapeau, lors de chaque cérémonie. Une passion née de l'admiration, nourrie par le devoir de mémoire et qui ne cesse de grandir au fil des rencontres. C'est rare de voir déjà un enfant de 6 ans qui assiste à toutes les cérémonies et surtout en ayant une attitude remarquable. C'est une fierté parce que avoir son enfant qui vous suit et puis qui rend hommage à son grand-père et à tous les morts pour la France, c'est un bel hommage quand même, on ne peut pas faire mieux. Un engagement qui trace le chemin de son avenir, car Salomé sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard, policière. Parce que j'aime bien aider les gens et ils font de l'action et j'aime bien bouger, faire de l'action et tout. Mais aussi on peut être au contact des gens. On a le choix d'être gentil. Être porte-drapeau, c'est aussi respecter un code vestimentaire bien précis. Pour chaque cérémonie, elle enfile la tenue réglementaire. Mais le vrai symbole de sa mission reste le drapeau. Elle le manie avec rigueur et respect. Et pour le porter, là encore, tout est codifié. On a aussi le haut pour marcher et pour du coup aller au garde à vous. On a aussi le bas. Pour quand on est au repos, quand ils font les discours et tout ça. On a l'inclination. Donc ça, c'est pour rendre hommage à des stèles, à des tombes. Des gestes précis qu'elle exécute avec fierté et discipline, comme une véritable gardienne de la mémoire. Direction l'ouest maintenant, prenons de la hauteur désormais et montons à bord de la plus haute nacelle de France. Elle fait escale en Bretagne pour permettre de nettoyer le plus haut clocher de la région, culminant à plus de 80 mètres de haut. L'édifice se situe sur la commune du Pertre, en Ille-et-Vilaine, et n'a pas été nettoyé depuis plus de 50 ans. Un chantier hors norme sur lequel a pu se rendre notre partenaire sur place, TVR à Rennes. Regardez. La flèche de l'église du Pertre s'élève à 81 mètres. L'édifice, un peu démesuré de cette commune du pays de Vitré, n'a pas été nettoyé depuis une 50aine d'années et elle est recouverte de mousse et de lichen. Alors en début d'année, les élus se sont approchés d'une entreprise de Verne-sur-Sèche spécialisée dans le nettoyage par drone. Là, on a une problématique, c'est que nos drones, on peut voler jusqu'à 50 mètres de haut. Le clocher ici fait plus de 80 mètres. La solution qu'on a trouvée, c'est d'aller louer la plus grande nacelle de France. En fait, je l'ai vu travailler sur Notre-Dame de Paris. Et c'est suite à ça que je me suis dit, c'est eux qu'il faut que j'appelle. Après Notre-Dame, on est venu au Pertre absolument, toujours plus haut. Du haut de l'impressionnante nacelle et à l'aide d'une perche, 2 techniciens pulvérisent une solution sans javel ni chlore sur les toits et les façades de l'église. Donc le résultat, ça ne sera pas maintenant. Ça sera d'ici 8 mois, voire même ça peut aller jusqu'à 1 an, puisqu'on met un produit anti-mousse biodégradable mais qui est à action lente. Donc qui va brûler les mousses et après c'est les pluies et les intempéries qui vont rincer petit à petit la toiture et la façade. Une opération de nettoyage entièrement à la charge de cette commune de 1400 habitants. Entretenir l'église la plus haute de la région, ça a un coût. 34 000 €. Puisqu'on a quand même 8000 m² de surface. L'église, elle est au cœur du village et puis elle est quand même assez imposante, donc faut l'entretenir. La plus haute nacelle de France va retourner chez elle en Côte d'Or. Et puis dans le chapitre des goûts qui changent, tout à fait autre chose, la consommation des sauces piquantes explose ces dernières années.
Nous vous emmenons d'ailleurs au cœur de la maison Martin dans les Yvelines qui s'est spécialisée dans la fabrication de sauces piquantes aux différentes saveurs. Vous allez le voir, accrochez-vous, ça risque de piquer un peu. Reportage de TV78, Grégory Canal. Je me suis rendu compte en fait que ce fruit merveilleux, mais vraiment merveilleux en fait, révélait vraiment énormément de parfum en fait au-delà du brûlant. C'est dans ce local à Viroflay que tout a commencé. En 2019, Anna, Benjamin et Jean-Baptiste, 3 cousins chefs cuisiniers, fondent Maison Martin, une fabrique indépendante de sauces et condiments piquants. En remplissant les bouteilles à la main en fait avec un entonnoir à piston, donc dans une marmite qui faisait 25 litres, on a fait comme ça à peu près 300 000 bouteilles sur 2 ans et demi. Aujourd'hui, la production a été délocalisée dans une fabrique dans le Loir-et-Cher. Là-bas, les piments essentiellement cultivés en France l'été sont broyés et fermentés pour être conservés dans des fûts pendant 1 ou 2 ans. Environ 60 tonnes de piments vieillissent ainsi en cave avant d'être utilisés dans la fabrication des sauces. Leurs recettes sont en revanche toujours imaginées dans les Yvelines à Viroflay. Ici, c'est les laboratoires, c'est la cuisine de recherche et développement. Hein. Donc c'est là où vont être créées en fait toutes les recettes de chez Maison Martin. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. On a des petites casseroles, une balance, des épices, des purées de piment. Et là, on fait des essais et des essais. Et on recommence. Il faut savoir qu'à peu près, sur à peu près 100 essais que je fais, il y a peut-être à peu près 2% même pas des sauces en fait qui voient le jour après en termes de commercialisation. Une vingtaine de sauces sont au catalogue en ce moment. Maison Martin prévoit de produire 1 million de bouteilles cette année. Depuis sa création il y a 6 ans, l'entreprise ne cesse de se développer. On est sur un marché en fait émergent un petit peu de la sauce piquante en France. On est plutôt un pays qui a une culture du poivre plutôt qu'une culture du piment. Mais néanmoins, c'est un marché en très forte croissance. Il y a des émissions dans tous les sens. Il y a des choses pimentées qui sortent tous les jours. Donc on est vraiment sur une trend là assez forte. En France, les ventes de sauces piquantes auraient grimpé de 30% en 5 ans. Le marché mondial représenterait aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'euros. Et puis connaissez-vous le lien entre la Corse et le Japon? Eh bien figurez-vous que c'est la châtaigne. Durant plus d'une semaine, une délégation japonaise a sillonné l'île de Beauté à la découverte d'un produit emblématique de la gastronomie insulaire. Des montagnes corses aux campagnes japonaises, ce fruit symbolise à la fois tradition et identité. Écoutons Vanina Bernard-Léonie, organisatrice de cette rencontre au micro de Télépaésé, nos confrères en Corse bien sûr. On ne le sait pas toujours, mais la châtaigne est une grande passion des Japonais. C'est un fruit qu'ils produisent depuis très longtemps, qu'ils consomment aussi énormément, ils importent. Et en fait, ça faisait des années que moi j'avais ce petit rêve de rapprocher la Corse et le Japon autour de la châtaigne. J'ai renoué avec une amie qui est spécialiste des échanges interculturels entre la France et le Japon. Ensemble, nous avons investigué pour trouver une entreprise qui était intéressée par la châtaigne au Japon. On leur a parlé de la Corse et ils ont été de plus en plus séduits par ce qu'on leur racontait. Ce que nous avons en partage en Corse et au Japon, c'est que la châtaigne est bien plus qu'un fruit, c'est tout un symbole d'identité. Et puis partons dans l'Aube maintenant pour découvrir le cake design. Mélanie s'apprête à relever un défi de taille, représenter la France au plus grand concours international de cake design organisé en Angleterre à la fin du mois. Une aventure guidée par sa passion pour la pâtisserie et son envie de se surpasser. Rencontre avec cette pâtissière hors norme avec Canal 32 sur place. À 28 ans, Mélanie Lemou s'est lancé un défi, participer fin octobre au plus grand concours international de cake design en Angleterre. Un choix guidé par sa passion pour la pâtisserie et l'envie de repousser ses limites. Pour les épreuves, les gâteaux sont montés sur une base factice. Créativité et qualité de réalisation des décors sont finement évaluées. Alors le cake design, en fait, c'est une pâtisserie qui est plutôt artistique. Là, en fait, c'est par rapport souvent à un thème. Souvent, les clients, ils viennent avec un thème en disant, bah voilà, je sais pas, je veux faire quelque chose sur le thème Stitch, sur le thème cheval. J'arrive avec une pièce qui est à peu près comme ceci. Donc, il y aura certains éléments de décoration qu'il faudra que j'ajuste le jour J. Donc, en fait, après, c'est avec de la pâte à sucre. Là, on retrouve par exemple de la feuille d'enzyme. Ces créations, encore confidentielles, seront dévoilées en boutique à l'issue du concours, le dimanche 3 novembre. Depuis 6 mois, elle façonne chaque élément à la main. À la main, je dirais, je mets au moins une petite heure, je pense. Ouais. Par exemple, on travaille énormément avec de la fleur fraîche, on travaille aussi de la vraie fleur en pâte à sucre. Des fois, on ne voit aucune différence. Ce concours représente une étape dans son parcours professionnel. Diplômée dans l'accompagnement à la personne, elle a quitté son CDI pour décrocher un CAP de pâtisserie à Pointe-Sainte-Marie.
Une expérience en restauration lui a ensuite permis de valider ses compétences. Pour relever ce défi, elle bénéficie du soutien de son compagnon et de plusieurs sponsors, dont le responsable de la franchise où elle exerce. Mais après, un peu pour une fois, au début, elle m'a dit mais tu te rends pas compte, le niveau est super haut. Puis je me suis dit de toute façon, qui tente rien n'a rien dans la vie. Je vais en tirer quand même des choses assez positives. Il va y avoir des séminaires, des choses comme ça, donc ça va nous permettre aussi, me permettre aussi de me former, de découvrir aussi d'autres produits, d'autres marques, des fois pour nous faciliter aussi le travail, parce que des fois on travaille avec des techniques, mais des fois pour se faciliter la tâche, il existe aussi d'autres techniques, donc ça va être aussi d'approfondir tout ça. Au quotidien, à Pont-Sainte-Marie, elle transmet sa passion lors d'ateliers dédiés au cake design et à la pâtisserie. Et puis maintenant, une courge de 472 kilos. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, Armand, un Béarnais, a fait pousser un potiron géant. Il l'a d'ailleurs présenté au concours national des légumes. Et cette courge sera d'ailleurs transformée en citrouille à l'approche des fêtes d'Halloween. Écoutons Armand au micro de La Dépêche du Midi, nos partenaires. C'est une énorme blague en fait. Quand les gens voient ça, ils sont complètement ébahis et je trouve ça un peu ridicule d'avoir des fruits aussi disproportionnés, gigantesques. Et puis d'un autre côté, il y a quand même une certaine poésie qui découle de tout ça. On y passe des heures, des mois à rêver tout ça, à l'organiser, des heures à vérifier que tout se passe bien, à gérer la pollinisation à la main à la place des abeilles, à gérer l'irrigation à la goutte d'eau près. Et tout ça pour quelque chose d'un peu futile qui va pas durer très longtemps. Le potiron géant, on en a toujours tous entendu parler enfant, dans les contes, dans les histoires, dans les dessins animés. Donc je pense que ça a un peu réveillé l'enfant qui restait en moi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous, à bientôt.